Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Roger Cantacuzen. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, ça va. C'est une période très chargée pour vous. Absolument, la semaine du 25 novembre. Le 25 novembre. Parce que vous êtes monsieur, on va dire, vous êtes monsieur chiffre, monsieur compréhension de ce phénomène des violences faites aux femmes. Oui. Puisque le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors on note d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, moi ça m'a un peu perturbé en préparant l'émission, que la dénomination change. À un moment on disait journée internationale de lutte contre les violences, maintenant c'est journée pour l'élimination. Qu'est-ce que ça traduit d'après vous? Vous qui êtes un homme de recherche, vous êtes docteur en droit et chargé de recherche à l'OVIFEM, l'Observatoire territorial des violences envers les femmes. Voilà. Ça traduit quelque chose? Oui, l'idée c'est de ne pas forcément se dire qu'on est toujours contre quelque chose, mais en fait on se mobilise pour quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est éliminer les violences. Donc, en fait, c'est le côté un peu proactif, en fait, de la situation. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que, finalement, ces violences... on va voir, on va décortiquer un petit peu, parce qu'il y a des violences faites aux femmes, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modalités. Oui, tout à fait. On va parler des six types de violences. Mais est-ce que ça ne traduit pas, finalement, une forme d'ancrage, finalement, dans notre humanité, ces violences? C'est extrêmement ancré. En fait, il faut bien se rendre compte qu'on revient de loin. Les violences, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les inégalités de genre non plus ne sont pas quelque chose de nouveau. C'est extrêmement ancré dans les mentalités, dans les comportements. Alors, on a des transformations qui viennent avec les changements législatifs, la loi, mais entre le moment où vous avez des textes législatifs et le moment où les comportements, eux, changent, c'est beaucoup plus lourd. On a vraiment des espèces de transmissions transgénérationnelles qui se font. Et en fait, c'est Einstein qui disait qu'un comportement est plus difficile à casser qu'un atome. Donc, on va peut-être parler des conditions en fait, de l'exercice d'une masculinité qu'on peut qualifier de toxique, qui est parfois à l'origine de ces violences. Parce qu'il faut le dire, les violences dont on parle, les violences intrafamiliales par exemple, les violences conjugales sont des violences de genre. 80% et plus de 80% des victimes sont des femmes. C'est ça, c'est ça, absolument. Plus de 85% en fait, des victimes sont des femmes et plus de 95% des auteurs sont des hommes. Donc on est vraiment sur une asymétrie de genre. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on va parler de braquage, de violence au bord ou des routes, de vol, vous aurez une sorte de symétrie, c'est-à-dire on aura aussi bien des hommes que des femmes qui se font voler. Par contre, lorsqu'on est dans des choses qui concernent, par exemple, les violences conjugales ou les violences sexuelles, là, c'est vraiment massivement des femmes qui sont victimes. Est-ce qu'on peut donc dire de quoi on parle? Quand on parle de violences faites aux femmes, donc on parle de violences conjugales? Oui. De violences intrafamiliales? Alors, intrafamiliales, c'est plus large. Les violences intrafamiliales vont concerner, par exemple, les violences envers les enfants, qui ne sont pas forcément asymétriques. On peut avoir, par exemple, des maltraitances envers enfants, aussi bien garçons que filles. Donc, par contre, les violences conjugales font partie des violences intrafamiliales. Et puis, en dehors des violences intrafamiliales, vous avez aussi des violences qui sont exercées, par exemple, en matière de violences sexuelles. Il y a les violences sexuelles vis-à-vis de la conjointe non conjugale, mais on a aussi tout le volet des violences sexuelles hors famille. Alors, il y a les incestes également, dans la famille, qui sont intrafamiliales également. 2/3 d'ailleurs des violences sexuelles intrafamiliales. Et puis, vous avez aussi des violences qui se font hors du cadre familial, avec des personnes qui peuvent être connues. Alors, généralement, les auteurs sont des personnes connues, mais peuvent ne pas l'être. Et là, c'est quand même... Alors, en matière de violences sexuelles, les 2/3 des violences sexuelles sont quand même hors famille. C'est vraiment des personnes avec qui il n'y a pas un lien familial avéré. Il y a aussi des violences sexistes et sexuelles au travail. Oui. Là aussi, ça peut ne pas être de genre, mais ça l'est aussi. Ça l'est. Nous avons travaillé dessus, nous avons établi des rapports dessus, nous avons mené des enquêtes dans des entreprises qui ont été anonymisées, et on se rend compte que alors, tout ce qui est un peu harcèlement moral, on est à peu près sur des choses équivalentes aussi, mais par contre, à partir du moment où on entre dans ce qui va concerner le harcèlement sexuel, là, c'est très massivement les femmes qui sont concernées et qui dénoncent ces situations. Harcèlement de rue, là, c'est la cinquième catégorie. Oui.
principalement des femmes également. Voilà. Comment on caractérise le harcèlement de rue? C'est quoi le harcèlement de rue? Alors, dans la loi, on parle d'outrage sexiste, sauf que là, c'est sur la voie publique. Bon, c'est le fait, en fait, que sur la voie publique ou dans l'espace public, des personnes se font suivre, soit, en fait, sont harcelées par une demande sexuelle, ou pas forcément. Peut-être que la demande sexuelle n'est pas là, mais le fait même que la personne, en fait, subisse un harcèlement, on est dans du harcèlement de rue. Oui. Et là, on se rend compte que c'est effectivement majoritairement les femmes qui sont victimes de ces situations. Et d'ailleurs, de manière peut-être plus importante, de manière plus importante aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, que dans l'Hexagone. C'est culturel. Le psy dans la rue, par exemple, c'est vrai qu'on peut en parler souvent. Le psy dans la rue, ah, mademoiselle, tu es jolie. Comment tu me regardes pas? C'est du harcèlement de rue. Oui, et puis ce qui s'ensuit, si la personne ne répond pas, ou lorsque les injures vont commencer à venir, on peut suivre la personne. Donc, au-delà de la première amorce, le fait que ça s'ensuit, que ça s'enclenche, que ça puisse être répété, oui, là, à ce moment-là, on entre dans la dimension du harcèlement. Enfin, donc, prostitution et traite. Ça aussi, ce sont des violences extrêmes, mais des violences faites aux femmes. Oui, absolument, absolument. Et qui sont, qu'il s'agisse des formes de prostitution visibles ou des formes invisibles. Bien sûr. Internet, etc. Bon, la cyberprostitution, enfin, ce sont des phénomènes qui sont plus répandus maintenant avec les réseaux sociaux. Alors, il y a un enjeu à suivre, à savoir de quoi on parle, à compter. Et donc, l'OVIFEM suit finalement ce comptage-là, d'année en année. Donc, il y a un rapport annuel sur les violences 2024. C'est quoi les outils que vous avez pour voir si ça monte, ça descend, si ça progresse ou si ça régresse? Alors, nous avons des outils qui permettent de repérer un petit peu, d'avoir un volume global, qui sont les enquêtes de victimation, qui sont des enquêtes qui ont déjà été réalisées, notamment l'enquête INED qui s'appelle Virage. Oui. C'est une enquête qui a été menée en 2018, où il s'agissait d'interroger, donc 2000 femmes ont été interrogées, 1000 hommes, et à partir de là, on voit à peu près le quota des personnes qui ont subi, qui ont vécu des situations. Alors, sans que le terme violence soit nommé, mais on parle des situations et les personnes indiquent ce qu'elles ont vécu. Et c'est en fonction de ces éléments-là qu'on s'est rendu compte que les violences exercées envers les femmes sont 3 fois supérieures à celles qui sont vécues en hexagone. Donc, c'est des violences, on est sur des niveaux de violence qui sont très importants. Ensuite, on a les violences qui sont constatées, qui sont dénoncées, qui sont déclarées par les victimes elles-mêmes. Par exemple, à la police, des plaintes qui sont déposées. Donc, ce sont les plaintes déposées en police ou en gendarmerie. Et là, on voit en fait le taux de déclaration. Alors, on est vraiment dans de la sous-déclaration, mais pas qu'ici. C'est ailleurs aussi. On sait que c'est à peu près une victime sur 10 qui porte plainte. Donc, on est sur... Il y a un iceberg de violences non déclarées. Oui. Alors même que la parole s'est libérée avec le mouvement MeToo, notamment, en 2017. Moi, j'ai les chiffres de 2023, vous allez les actualiser probablement. 1226 cas de violences conjugales en 2023. Ça monte, ça descend en 2024? Alors, on est sur des chiffres à peu près similaires. Oui. Donc, ce qui montre qu'on a en fait une stagnation des déclarations. Pourtant, à l'intérieur de ces chiffres, on voit qu'on a deux mouvements. On a, sur les coups et blessures volontaires, donc sur les violences physiques, en fait, on a une diminution des violences déclarées. On a 30 cas de moins, mais on est sur les situations les plus fréquentes en termes de plaintes. Donc on avait 997 plaintes, on en a 967, donc un peu moins, mais un volume qui reste très important, à peu près 1000 déclarations, et ce volume représente 80% des plaintes. Surtout qu'il faut le souligner, surtout qu'en fait, d'une façon générale, l'élucidation ou la poursuite des plaintes n'est pas énorme, y compris dans les autres types d'infractions ou de délits. Mais dans le cas des violences faites aux femmes, c'est effectivement le classement sans suite est très important, ce qui peut être dénoncé par les victimes. Néanmoins, les gens portent plainte. Les gens portent plainte. Ce qui est un signe, en fait. C'est un signe plutôt positif. Comme on parle d'élimination, c'est par là que ça va passer. Oui, les gens portent plainte. Les situations, à partir du moment où les éléments de preuve sont là, c'est ça le plus compliqué. C'est le plus compliqué, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir la sensibilisation par des associations, par des structures qui indiquent ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir les éléments de preuve. Bon. Et maintenant, à partir du moment où les éléments sont là, les condamnations sont là également. Oui, et elles sont sévères. Et elles sont sévères. Oui.
Et alors, donc, cas de violence conjugale, on disait 1226 cas, et violence sexuelle, on n'en a pas encore parlé rapidement peut-être, 280, c'est le chiffre que j'ai pour 2023. D'accord. Violence sexuelle, c'est plus, c'est Oui, moins? c'est à peu près les mêmes chiffres. Alors, mais ce qu'on constate, c'est que je vous ai dit qu'on a une diminution des violences physiques déclarées. Oui. Sous les violences sexuelles et sous les violences psychologiques, on a une augmentation quand même. Les violences psychologiques? Oui, les violences psychologiques. Alors, ce qu'on appelle violences psychologiques, c'est essentiellement tout ce qui est les menaces et également le chantage. Oui. Donc, dans le cadre des relations de couple, ce sont des violences qui ont été, qui sont répertoriées, enfin en tout cas, qui sont beaucoup plus dénoncées. Oui. Alors cela démontre d'ailleurs quelque chose, c'est que quelque part, on avait tendance auparavant à dire que les violences, dès qu'on parlait de violences, les gens disaient femmes battues. Oui. Donc on avait tendance à ne voir que les violences physiques, alors qu'en fait, le fait de faire du chantage ou de proférer des menaces à l'encontre de quelqu'un, on est déjà dans des violences. Et ce sont des choses qui sont également condamné par le code pénal. Alors moi, je vais remontrer cela. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on le montre, le violentomètre. Donc, ça va du vert au rouge. Donc, on peut se situer dans un cas, donc respecter décision et tag où il n'y a pas de problème. Et puis, ça va au rouge vif, t'oblige à avoir des relations sexuelles. Là, on est dans une relation qui est une relation de violence faite aux femmes. Je voudrais peut-être parler... Oui, pardon. Oui, mais juste pour dire que c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet de situer, ça permet aux gens de repérer, en fait, à quel moment il y a des signes, à quel moment il y a des choses qui représentent de la violence. Et puis même pour déconstruire, en fait, même les personnes qui quelquefois sont, je ne sais pas, qui vont injurier, qui vont faire un sorte vis-à-vis de leurs compagnons, de leurs compagnes, bon, ça permet de situer certains comportements et puis de se dire, bon, est-ce que ce comportement-là est juste? Oui, tout à fait. Et alors, notamment, vous allez intervenir, enfin, il y aura une intervention de Joël Kabyle le 27 novembre sur la déconstruction du mythe de jalousie amoureuse en Martinique. Oui. Voilà, la jalousie, ça fait partie de l'amour, c'est la passion. Ben non, ça peut ne pas... Et souvent, dans sa manifestation, la jalousie amoureuse n'est pas un signe d'amour, mais plutôt l'inverse. Mais dans les repères qu'on a, j'ai fait pas mal d'interventions dans les écoles, collèges, lycées, et souvent, le fait de manifester de la jalousie, on a tendance à voir ça comme quelque chose de mignon. C'est mignon. Non, mais il tient à moi, ou elle-même, il tient exactement. à moi. Oui. Alors ça, c'est surtout dans les couples jeunes, parce que en fait, on n'a pas d'autres moyens de montrer qu'on est avec telle ou telle personne. Oui. Bon, on ne vit pas ensemble. Donc, il y a ce côté jalousie qui va se manifester de manière extrême, sauf que ça perdure après. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un comportement qui est intégré et qui, après, pose problème lorsqu'on vit véritablement une relation amoureuse. Il y a un numéro de téléphone, le 3919, on le rappelle. Oui. On n'aura pas épuisé le sujet, il nous reste 1 minute. Mais la déconstruction, c'est un thème qui vous intéresse. Vous avez parlé de masculinité toxique dans une dernière conférence. Oui, sur la déconstruction, c'est aussi... C'est déconstruire l'image, déconstruire les modèles, déconstruire peut-être des traditions aussi. On parlait de jalousie amoureuse. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est d'arriver en fait à la notion de consentement qui est inscrite dans la loi maintenant. C'est-à-dire que le consentement, il doit être éclairé, il doit être libre en fait. On doit vraiment montrer qu'on est consentant des deux côtés. Donc les femmes doivent aussi dire non. Alors, elles doivent dire non, et puis on doit sortir de... Vous savez, on a ce mécanisme, en fait, où en fait, les femmes sont un petit peu éduquées à ne pas accepter une relation, enfin, ne pas montrer qu'elles sont d'accord avec une relation sexuelle, et où l'homme doit, au contraire, aller au maximum, chercher à avoir cette relation. Et on est des fois dans des zones de oui-non. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment oui, est-ce que c'est vraiment non? Donc là, maintenant... du point de vue juridique, c'est clair, il faut que la personne dise oui clairement. Oui. Et donc, il faut qu'on apprenne à avoir cette relation, cette communication qui soit claire. Communication claire et directe. On va rappeler donc l'adresse ovifem.alefpa.fr. Tous les chiffres dont on a parlé aujourd'hui sont disponibles. Donc, il y a une forme de transparence. Enfin, il y a de la transparence sur ces chiffres-là. Et puis, je profite pour donner aussi la synthèse des violences qui est faite par Émilie Garon, la coordinatrice de l'Observatoire, qui a fait un travail remarquable sur plein d'éléments au-delà des chiffres, tenir compte aussi des questions d'hébergement, de précarité économique, etc. De précarité des femmes, voilà, un certain nombre de données. Donc, et tous ces éléments-là sont disponibles dès maintenant sur le site de l'Observatoire. Merci Roger Cantacuzel, merci d'être venu une fois de plus éclairer ce sujet qui nous intéresse tous et toutes. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.